Bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier. Dans quelques minutes, ce grand dossier, ce sera eau, assainissement, mobilité, quelques mois pour agir. Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. 1. Le Conseil d'État, par 2 décisions, a accepté d'inclure dans le champ de la protection fonctionnelle certaines situations de différends avec un supérieur hiérarchique et 2. Des propos tenus pendant une campagne électorale. 2. Les congés bonifiés ont été réformés, relativement à la marge quand même, par un décret du 2 juillet 2020. 3. Tout le monde avait attendu, on en a parlé la dernière fois, des décisions importantes du Conseil constitutionnel quant à l'impact de l'abstention et de la situation sanitaire sur la validité des élections et la sincérité de celles-ci, mars et juin municipales de cette année. Dans la foulée des infimes brèches ouvertes par ces décisions du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a posé que le niveau de l'abstention, même très faible dans certains cas, n'est pas en lui-même une remise en cause de la sincérité des résultats du scrutin, mais que dans certains cas, ça pourra, à des cas tout à fait exceptionnels, être en soi une altération de la sincérité du scrutin, mais dans des cas exceptionnels. Donc le Conseil constitutionnel avait un tout petit peu ouvert cette brèche et le Conseil d'État a été aussi loin que le Conseil constitutionnel, mais n'a pas ouvert plus avant la brèche, voire plutôt légèrement fermé. 4. Grand débat en ce moment sur la décentralisation, avec quelques postures politiques tout de même ici ou là. Et on a Madame Gourault, la ministre qui a été reconduite, qui se remet à l'ouvrage sur son projet de loi 3D, dont le calendrier évidemment connaît du coup un peu de retard. De leur côté, Territoires Unis, AMF, ADF, Région de France, a fait le 8 juillet une conférence de presse très vive, demandant un nouvel volet de la décentralisation, avec des engagements assez forts sur les questions de sécurité de la santé, et pas mal de flou sur le volet intercommunal. Ce qui se clarifie en revanche, c'est les questions de blasons intercommunaux et intercommunaux. Une commune, une collectivité peut reprendre des éléments religieux dans son blason, à la condition que ça soit directement en rapport avec les caractéristiques de la commune, son histoire, ses monuments, et que ça ne soit évidemment pas une forme de reconnaissance religieuse, de prosélytisme ou autre. 6. Ça fait des années qu'on se demande si les déblais qui résultent de travaux sur la voie publique sont en eux-mêmes des déchets. Oui, ce sont des déchets, avec toutes les conséquences juridiques que ça entraîne. Conseil d'État 29 juin 2020, sauf sans doute réemploi légal en matériaux. 7. Il n'y a pas d'urgence à suspendre une préemption si celle-ci est devenue caduque. Conseil d'État 29 juin 2020. En matière d'urbanisme, le Conseil d'État tend une perche aux requérants étourdis qui ont oublié de justifier de ce qu'ils sont propriétaires ou occupants réguliers du bien. Le juge ne pourra pas rejeter leur recours et devra les inviter d'abord à le régulariser, au moins si c'est le juge qui le fait. Si c'est les écritures adverses, le débat pourrait exister. 9. À quelles conditions un maire peut-il autoriser le stationnement de véhicules sur les trottoirs? Mode d'emploi très précis par le Conseil d'État 8 juillet dernier. 8 juillet aussi, le Conseil d'État aura une autre décision très importante. Une association peut légalement recevoir une subvention, même si elle a par ailleurs, mais ce n'est pas l'objet de la subvention, et ce n'est pas pour ça qu'on l'a financée, bien sûr, un positionnement militant sur tel ou tel débat de société. En l'occurrence, des problèmes de PMA, GPA, etc. Simplement, il en résultera une obligation pour l'association. Ce n'est pas dit comme ça, mais en pratique, il en résultera pour l'association une obligation donc de tenir, non pas une comptabilité analytique, mais de prouver que c'est bien pour un motif d'intérêt local et non pas pour son activité militante que les subventions ont été versées. Un règle qui a fait beaucoup parler de lui 2 jours après, toujours du Conseil d'État, c'est la fameuse très grande condamnation faite à l'État. L'État, pour la première fois, a été condamné par le Conseil d'État parce qu'il y a encore 8 zones en France où les règles européennes en matière de pollution atmosphérique ne sont pas respectées. Et ce n'est pas seulement une première, puisque ça reprend en réalité ce qu'avait déjà dit le Conseil d'État en 2017. Il y a toute une historique très long et lourd là-dessus. Mais à cette occasion-là, le Conseil d'État non seulement a marqué un grand coup, d'une part, et d'autre part, fixé des règles intéressantes sur le fonctionnement de ces astreintes quand c'est l'État qui est condamné à lui-même. 12.
Souplesse aussi sur les questions de titres exécutoires qui, certes, doivent toujours comporter les noms, prénoms, qualité de l'auteur, sauf quand c'est entre personnes publiques, 10 juillet 2020. Le Conseil d'État, toujours le même jour, 10 juillet, qui nous dit aussi ce qu'il en est des obligations respectives du propriétaire et de l'exploitant lorsqu'il s'agit d'entretenir des digues. La réalité, c'est que le mode d'emploi donné par le Conseil d'État n'est pas super précis, mais que le Conseil d'État dit bien que le préfet en la matière peut notifier un certain nombre d'obligations aux deux, et aux deux de se débrouiller, et ce n'est qu'en cas de difficulté qu'il y aura une ventilation à faire. 14. Alors là, on a eu, toujours le 10 juillet, une série impressionnante d'arrêts du Conseil d'État en droit des contrats, et c'est tout à fait passionnant, et à chaque fois, un certain nombre de nullités des contrats passent du statut de péché mortel à péché véniel. Premier élément, on a un certain nombre d'assouplissements et de modes d'emploi enfin clairs sur la question des résiliations pour motif d'intérêt général lorsque le contrat est nul, entaché de nullité. On a un mode d'emploi très clair sur la résiliation pour motif d'intérêt général quand le contrat est nul. Le fait qu'on a un mode d'emploi un peu différent si en réalité la personne publique a été victime de pratiques anticoncurrentielles des entreprises, ouf, parce que la jurisprudence avant était insatisfaisante. Le fait que si un contrat est annulable et qu'on annule, on le résilie ou que même le juge annule, certaines clauses de règlement des différends restent en vigueur et les clauses en matière de DSP, plus largement de concessions en matière de droit d'entrée et de redevance qui doivent figurer et être justifiées dans le contrat. Avant, c'était des péchés plutôt mortels. Aujourd'hui, ce sont des péchés plutôt véniels avec un mode d'emploi donné là aussi par une décision du Conseil d'État du 10 juillet 2020. Et puis évidemment, nous sommes fin juillet, donc nous avons la traditionnelle circulaire de rentrée avec évidemment une importance donnée au périscolaire, évidemment à l'école inclusive et au volet handicap, mais pas beaucoup plus de choses que l'année dernière, et évidemment un rappel des règles sanitaires, mais assez flou, tout simplement parce qu'en juillet, on ne sait pas ce que sera la situation en septembre. Voilà. Passons maintenant à notre dossier eau, assainissement, mobilité, quelques mois pour agir. Les intercommunalités à fiscalité propre ont d'abord récupéré les compétences eau et assainissement, voire pour les communautés autres que la communauté de communes, les eaux pluviales urbaines. Très bien. Toutes les communautés? Non. Parce que dans certaines communautés de communes, villes et villages ont pu décider, avec une minorité de blocage, de reporter cette échéance au plus tard à 2026, avec toute une série de textes de modifications à deux et en réalité même à 3 reprises. Alors, pourquoi y a-t-il urgence du coup? Eh bien parce que les communes et les communautés et les métropoles peuvent passer entre elles des conventions. Mais là, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, elle est technique, elle est sur le terrain, elle est dans la fixation des tarifs, elle est dans la gestion des équipes. Et là où il y a une urgence calendaire précise, c'est le cas des syndicats plus petits que les périmètres communautaires, parce que là, il peut y avoir un problème, c'est une disparition ou une réduction de compétences pour ces syndicats, sauf si on leur redonne dans un certain délai qui a été prolongé pour devenir de 9 mois et non plus de 6, pour passer des conventions avec ces syndicats. Donc, il y a la gestion du transfert de la compétence, la réflexion pour ceux qui n'ont pas pris la compétence de savoir si peut-être pas finalement on va la prendre pour les comités de communes, la gestion des conventions ou pas à signer avec des communes ici ou là, ou sinon gérer des phases intermédiaires ou permanentes, et puis dans le cas des syndicats, un délai de 9 mois. Ouf. Mais à côté de ça, il y a un autre chantier. Là, l'homme, en matière de mobilité, a prévu que les communautés de communes avaient un délai pour choisir si c'est elles qui prenaient la compétence mobilité, s'ils ne l'ont pas déjà, ou si c'était la région qui prenait cette compétence par défaut, quitte à repasser après des conventions. Il y a toute une série de régimes et d'ajustements possibles. C'est un choix important pour les 900 communautés de communes qui n'ont pas encore aujourd'hui la compétence mobilité. L'ordonnance du 1er avril a allongé le délai, voici le nouveau calendrier, mais là aussi, en réalité, on a une délibération qui doit intervenir avant le 31 mars 2021 pour une échéance à juillet 2021, mais quand vous reprenez tout le calendrier, là aussi c'est l'automne, cet automne, tout début de 2021 maximum, qu'il faudra s'être mis d'accord sur ces questions-là extrêmement importantes. Alors sur tous ces sujets, 2 questions à 2 experts, l'un pour l'eau, l'assainissement, l'autre pour la mobilité. Tout d'abord, Régis Ten, chef du département du cycle de l'eau à la FNCCR, bonjour.
Bonjour à tous. Et d'autre part, Madame Sophie Laurent, directrice études de mobilité de Transamo. Bonjour Madame. Bonjour à toutes et à tous. Alors, première question, d'abord sur la question des communautés de communes et ces questions de mobilité. Donc, Madame Laurent, quels sont les paramètres à prendre en compte à ce propos? Oui, donc les communautés de communes vont devoir décider d'ici le 31 mars 2021 si elles prennent cette compétence d'AOM locale ou si elles la laissent à la région. Pour cela, elles doivent bien anticiper tout ce que cela implique, cette prise de compétence, et se poser les bonnes questions. Premièrement, quels sont les enjeux en matière de déplacement et de services de mobilité pour le territoire, spécifiques à ce territoire? Quels sont les besoins de mobilité auxquels les services existants proposés par la région, s'ils existent, ne répondent pas ou pas suffisamment? Autre question, quelle est l'échelle du bassin de déplacement? Autrement dit, quel est le périmètre le plus pertinent pour penser l'organisation de la mobilité des habitants de la communauté de communes? Est-ce que les déplacements du quotidien se situent à l'intérieur du périmètre de la communauté de communes ou est-ce qu'ils s'étendent au-delà, auquel cas ça vaudrait le coup peut-être de penser cette organisation de la mobilité et cette prise de compétences à une autre échelle, regroupant plusieurs communautés de communes, par exemple dans un pôle d'équilibre territorial et rural, ce qui permettrait par ailleurs de mutualiser un certain nombre de coûts et de moyens. Enfin, il faut savoir aussi que porter une politique de mobilité a un coût. Il faut donc se poser la question des ressources et des moyens actuels et futurs de la communauté de communes et voir quelles seraient les ressources notamment liées au versement mobilité, sachant que celui-ci peut être levé par une autre communauté de communes à condition de mettre en œuvre une ligne régulière de transport collectif. Et Régis, en matière d'eau et d'assainissement, selon toi, comment piloter la réflexion à ce propos et comment faire du sur-mesure? Il n'y a effectivement pas de modèle unique, pas de solution universelle, chaque territoire doit construire ses propres solutions. L'association des autres collectivités et des parties prenantes est essentielle dans un triple objectif. Assurer la sécurité et la continuité des services sur le long terme, veiller à la cohérence des politiques publiques sur le territoire concerné et améliorer l'efficience des services. Ainsi, au-delà des commissions internes à la collectivité, il me semble qu'il faut mettre en œuvre des cadres d'échange avec les usagers, au sens large bien sûr, via les CCSPL, lorsque la compétence est intercommunalisée avec les membres du groupement, et puis avec les collectivités voisines, notamment s'il existe des conventions d'échange d'eau ou des conventions de déversement d'eau usée, et plus généralement les collectivités porteuses des politiques publiques qui interagissent avec le petit ou grand cycle de l'eau sur le territoire, tels que l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le développement économique, le tourisme, etc. À cet égard, la FNCCR suggère l'organisation de conférences annuelles de l'eau, mobilisant ses élus. Ce pourrait être à l'échelle de la clé, mais ça peut être sur un autre territoire. Et en tout état de cause, il est important de ne pas rester entre élus et acteurs de l'eau seuls. Régis, restons avec toi pour savoir quels sont les pièges selon toi à éviter à ce stade. Premier piège, sans doute ne regarder que le passé et croire que ce qui n'a pas fonctionné ne fonctionnera jamais. Deuxième piège, vouloir aller trop vite, parfois sous la pression de l'État, sans prendre le temps d'un diagnostic partagé et prospectif de la situation et des enjeux du territoire. À cet égard, il peut être utile de mobiliser un prestataire. Et puis, il faut aussi dépasser les visions trop individualistes. Il faut cartographier les interdépendances et donc les enjeux croisés sur l'eau, mais aussi les autres compétences. Bon, évidemment, sans entrer dans une logique comptable de gain ou de perte, ni poser le débat en termes moraux. Et puis, évidemment, il ne faut pas tomber dans la réunionnite aiguë. Et pour vous, madame, quels sont vos conseils méthodologiques sur ces questions de mobilité dans les semaines et mois à venir? Pour bien avoir toutes les cartes en main et agir dans les délais imposés par la loi, nous conseillons aux communautés de communes de se faire accompagner par des AMO spécialistes de la mobilité, à la fois sur les aspects techniques, mais aussi financiers et de gouvernance. Selon nous, l'accompagnement par un AMO doit notamment intégrer un temps important d'imprégnation du territoire, à la fois des visites de terrain, mais surtout des entretiens avec les acteurs locaux et notamment les élus, et beaucoup d'ateliers de concertation avec les habitants, à la fois en phase de diagnostic, mais aussi également en phase d'élaboration et de discussion des scénarios, pour être sûr de proposer une stratégie sur mesure qui soit adaptée aux problématiques de chaque territoire, y compris rural, et de coller au mieux aux attentes et aux besoins des habitants de la communauté de communes. Enfin, ce qui nous semble intéressant dans cet accompagnement est le fait que, outre les apports techniques,
sur la stratégie. L'AMO peut aussi apporter des éléments de benchmark, mais aussi de pédagogie et de formation sur ces sujets auprès des équipes techniques des communautés de communes qui ne sont pas forcément équipées en termes de moyens humains notamment sur ces sujets-là. C'est tout à fait passionnant. Merci à tous les deux. Merci, au revoir et à une Merci prochaine à vous, fois. au revoir et bonne journée à tous. Et merci à vous, bon courage. La prochaine fois qu'on se revoit, ça sera maintenant fin août. À bientôt. Au revoir.